Bonsoir à tous, bonsoir le stream, bonsoir les amis, bonsoir le chat. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Haut Talk numéro 7, une nouvelle interview. Nous sommes avec monsieur Charles, je peux vous appeler Charles directement? Ouais, Charles, c'est bien. Ouais. Voilà, Charles qui ici est détective privé, donc il nous fait l'honneur d'être là ce soir. On va pouvoir lui poser des questions. Vous allez pouvoir lui poser des questions pour en apprendre plus sur son métier. Bonsoir, comment tu vas? Bah écoute, fort bien, merci. Merci, parfait. merci. Très bel accueil, super installation, on est au top. C'est nickel, alors c'est nickel. On va pouvoir parler de ton métier qui est assez insolite, enfin comme on peut se l'imaginer. Ouais, c'est un métier particulier, ouais, voilà, peu connu. Je vais te laisser te présenter directement, ton prénom, ton âge, ce que tu fais. Ouais, donc Charles François, moi j'ai 53 ans, ça fait une quinzaine d'années que j'exerce comme détective. Voilà, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai une maison et j'ai un métier qui est passionnant et on va découvrir ça ensemble au travers de tes questions. Tu peux nous dire en quoi ça consiste exactement ton métier? Qu'est-ce que tu fais? Parce que on s'imagine beaucoup quand on est détective privé, enquête criminelle, que tu es sur les scènes de police, les scènes de crime. Est-ce que ça se passe réellement comme ça? Alors non, pas du tout. Hein. Tu as un super imaginaire qui est développé par les séries, par les dessins animés, mais en fait le métier déjà c'est un métier qui dépend du ministère de l'Intérieur. Donc en fait c'est un métier qui est réglementé, donc il y a des règles pour pouvoir l'exercer. Et en fait il a une définition. Et en fait le métier de détective privé, sa définition c'est une profession libérale qui consiste en fait à recueillir des éléments de preuve ou des renseignements sans révéler l'objet de sa mission ni ta qualité. Donc je suis une personne lambda, je vais aller chercher des infos, des renseignements et je vais les restituer en fait à des clients pour la défense de leur intérêt. Et pourquoi dans les séries, dans les films, ils nous vendent ça comme quelqu'un qui va sur le terrain Alors on va sur le terrain pour recueillir les informations, pour constater, on fait des clichés, des photos, on suit les gens. Mais ouais, bien sûr, mais non. Mais par exemple, tu as déjà travaillé avec la police? Alors on travaille, tu travailles parfois avec la police quand tu travailles sur des problématiques de vol, par exemple, en entreprise. L'entreprise, elle a subi des vols, et le chef d'entreprise, il va déposer plainte. On lui dit qu'on n'a peut-être pas forcément le temps de s'occuper de son affaire. Bah, il vient, il nous sollicite, nous on mène l'enquête comme le feraient les forces de police. Et en fait notre rapport, on va venir et on va le verser dans la procédure. Et derrière ça va permettre en fait à la police ou à la gendarmerie d'aller faire par exemple un flag pour aller récupérer les éléments sur la base de notre enquête. Tu as des détectives qui sont spécialisés en fait sur les cold cases. C'est les cas non résolus. D'accord. En fait. T'as eu un meurtre, l'affaire n'avance pas et à un moment, tu as la famille ou tu as une association qui va venir, qui va financer les recherches d'un détective pour pouvoir essayer d'obtenir la vérité ou aller creuser des pistes qui n'ont pas été explorées dans une procédure. Comment est-ce que tu deviens détective privé? Il y a une école, il y a une formation Alors, en fait, tu as 3 possibilités. Alors, la première, c'est des écoles. Donc, il y en a 4 en France. Tu as l'université Panthéon-Assas, en région parisienne. Tu as l'université de Nîmes. Et après, tu as 2 écoles privées. Tu as les ARP à Paris et l'IFAR, qui est vraiment l'école historique, qui, elle, est à Montpellier. C'est une année de formation. Ah, il n'y a qu'un an? Pour devenir détective privé, c'est qu'une seule année? Ouais, c'est une année, mais c'est assez dense, dont 4 mois à peu près en stage dans une agence. Mais pour pouvoir accéder en fait à ces écoles, en fait, c'est un L3 de droit. Donc c'est un diplôme, c'est une licence professionnelle de droit. Après, tu as le deuxième accès, c'est tu as beaucoup d'anciens officiers de police judiciaire en gendarmerie ou en police. Ils font une reconversion et qui font le métier de détective privé, parce qu'ils peuvent le faire par équivalence. Tu as aussi quelques militaires issus du renseignement, principalement officiers et sous-officiers supérieurs. Et puis après, tu as la validation par VAE, validation d'acquis d'expérience, où suivant ce que tu as fait dans ta vie, tu arrives à monter un dossier et tu le présentes et tu peux obtenir. Mais c'est assez rare, c'est 1 à 2 personnes c'est plus rare que... La formation, c'est le classique, quoi. C'est ça. Enfin, t'es le seul détective de ton agence ou vous êtes plusieurs? Comme un peu un commissariat, quoi, en fait, mais de détective? On est assez particulier parce qu'on a monté UXAM, donc le nom de la société, en 2015 et on l'a développé en franchise. Donc aujourd'hui, on a 20 agences en France et donc et on est 3 associés à la base à avoir monté le concept. Dans chaque agence, il y a plusieurs détectives? Dans chaque agence, t'as une personne. Une personne qui enquête. Et voilà. Toi, là, c'est toi principalement qui enquête dans l'agence? Moi, je suis vieux et je suis pas très patient, alors j'organise maintenant.
Et je fais, j'ai des collaborateurs qui travaillent pour nous et qui font vraiment la partie enquête terrain. Est-ce qu'il y a des qualités spécifiques pour devenir détective? Est-ce qu'il faut ce petit truc spécial qu'on a dans la vision, dans la réflexion? Alors, tu as plusieurs qualités. La première, c'est que pour faire du terrain, il faut vraiment être patient. Parfois, tu arrives sur une mission, c'est 5 h du matin et ta cible, elle va bouger qu'à 9 h. Ouais. Donc, tu es pendant 4 heures dans ta voiture. Ah. Et puis, d'un seul coup, ça bouge. Donc là, il faut être hyper réactif. Faut pas s'endormir au volant, quoi. Ah, il faut pas que tu regardes ton téléphone. Si tu regardes des vidéos, t'es mort parce que bon, c'est sorti, t'as rien vu. Des fois 4 heures dans la voiture, juste faut regarder le point. Ouais, mais même, hein, nous, t'as des agents, parfois ils passent 10 heures, 12 heures dans leur véhicule en surveillance sans bouger, quoi. Donc patience, réactivité, parce que quand ça bouge, il faut y aller, donc il faut enquiller. Et puis il faut que tu aies beaucoup de sang-froid, parce que justement, tu as la montée d'adrénaline, mais il ne faut pas que tu fasses n'importe quoi. Donc il faut que tu arrives à suivre la personne, mais avec vigilance, sans il faut voir sans être vu. Faut pas arriver avec des habits colorés, quoi. Non, et puis alors voilà, dans les formations, on apprend à ce qu'on appelle se désilhouetter. Ah ouais. Donc là, tu vois, t'as ton blouson, ton blouson bleu et dans ton sac, soit t'as un blouson qui est réversible, donc tu peux le passer en vert. Ah ça, c'est un gadget. Tu le retournes, t'as une casquette, tu mets une casquette. C'est génial. Ouais. Des accessoires. Pour éviter qu'une personne, tu vois, pendant la journée, elle ait l'impression de t'avoir vu, si elle te voit 3 fois. Ouais. Tu vois, il y a un moment, elle peut se poser la question, elle se dit, tiens, mais lui, je l'ai déjà vu ce matin, c'est pas logique. C'est un métier où, en fait, t'as un client qui t'appelle le soir à 18 h, le lendemain à 5 h, t'es sur la mission, puis parfois, tu pars et en fait, tu sais pas quand est-ce que tu reviens, quoi. Il y a des missions qui durent... parfois, tu pars sur une cible et puis la personne va monter sur Paris, donc toi, t'enquilles, tu montes dans le TGV, puis tu te retrouves 2 jours à Paris, alors que tu l'avais pas forcément prévu. T'as juste pris ton blouson réversible. Non, alors en règle générale, t'as toujours ton petit sac avec... quand t'es dans ta voiture, de la même façon, t'as toujours du matos qui te permet parfois peut-être de dormir dans ta voiture, parce que t'as pas l'occasion de récupérer un hôtel, tu dois rester sur site. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Enfin, c'est quoi la première question qu'on te pose, parce que ton métier est un peu spécial. Donc est-ce qu'on te dit, ah, t'es détective privé, toi, et on te pose une question un peu spéciale derrière? Souvent. Alors, souvent quand tu dis t'es détective privé, en fait, t'as plein de gens qui te disent, j'ai toujours rêvé, j'ai toujours rêvé de faire ça, ou je suis sûr que je serais hyper bon comme détective, voilà, ouais, ça c'est... Moi je serais bon, moi. Je bats toujours tout le monde au Cluedo. C'est vrai? Bon, c'est mon bon sens de la déduction, ça va. Je serais très très bon. C'est un bon prérequis. Oui. Est-ce que c'est dur d'être un détective privé? Le métier, tu me demandais tout à l'heure si je faisais tout le temps de l'enquête, ainsi de suite, c'est un métier qui est hyper exigeant physiquement. Tu as des fortes amplitudes horaires, tu as des montées d'adrénaline, tu restes souvent dans ta voiture, donc en plus tu manges mal, tu fais... Donc c'est un métier qui rapidement est épuisant, et t'as quand même pas mal de détectives qui se lancent dans le métier et qui arrêtent parce qu'ils n'arrivent pas à suivre. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, et puis c'est pas un métier qui est hyper rémunérateur non plus, donc c'est vraiment des métiers de passionnés. Donc voilà, et puis si tu as des enfants en bas âge, tu vois, tu dis à ta femme, attends, j'ai eu un appel, demain je pars à 4 h, et puis tu l'appelles et tu lui dis, je rentre dans 3 jours. Tu vois, c'est un peu compliqué, vie familiale, si tu as des enfants en bas âge, c'est dur. Premier petit jeu, ce que je te propose, allez. Je vais aller chercher une ardoise. J'ai ici un tableau, comme tu peux le voir. J'espère que tu m'as pris que c'est des personnages assez anciens, parce que tu as vu que j'étais pas trop dans l'actualité. Il y a de tout. On va faire ce qu'on appelle une tier list. On a le tier S, c'est le plus haut, donc c'est le meilleur. Ensuite le A juste en dessous, le B, puis le C. Donc là ensuite je vais te montrer des photos de séries où il y a des détectives, des films, des BD, etc. Et tu vas me dire où est-ce que tu penses quelle est la meilleure série, le meilleur film. En premier j'ai l'inspecteur Mickey. L'inspecteur Mickey, écoute, l'inspecteur Mickey... Tu lisais Mickey peut-être avant ou... Ouais, quand j'étais petit, alors je me souvenais pas qu'il était inspecteur. Alors, Mickey, il est pas vraiment inspecteur, il est plus... je sais pas, en fait je sais même pas si on dirait les journalistes, inspecteurs... Je sais pas. Il est curieux, quoi. Voilà, c'est ça, mais il est toujours sur des affaires criminelles. Il essaye toujours de démêler la vérité. Voilà, c'est ça. Je vais le mettre en B. En B. Est-ce que tu connais le film Sherlock Holmes?
Ouais, bien sûr. Ah, alors ouais, celui-là, où est-ce que tu le mets? Ouais, c'est pas mal, Sherlock Il était Holmes. bien? Ouais, c'était pas mal, ouais. D'accord, ouais. Inspecteur Gadget. Ouais, sincèrement, Inspecteur Gadget, je le mets en A. Ouais, en A, ouais. C'était assez drôle. C'est vrai que c'était marrant. Dans le métier, c'est hyper agaçant quand le mec il dit Inspecteur Gadget, tu vois. On te fait la blague? Ouais, oh, bah, tu vois, les... Ah ouais, ouais. Mais d'un autre côté, c'était une série qui était géniale. Moi, j'ai adoré regarder ça quand j'étais petit. Moi aussi, hein. Ah, ça existait aussi. Il y avait le chapeau là, qui sortait. Avec l'hélicoptère, le ciseau. Ouais, c'est vrai que c'était rigolo. Est-ce que tu regardes un peu des mangas où quand tu étais petit, j'ai Détective Conan? Ah bah oui, bien sûr. Ah, donc ça tu connais? Ouais, ça c'était pas mal ça, non? Alors, je t'avoue que j'ai pas regardé parce qu'il y a plus de 1100 épisodes, je crois, à rattraper aujourd'hui. Ok, mais donc j'avais pas vraiment eu le courage, mais je connais le. Je vais mettre en A. En A aussi? Un film qui s'appelle Chinatown. Ah bah ouais. Là, tu connais celui-là. Ah bah celui-ci, c'est mon préféré, donc direct je le mets en S cette fois-ci. Avec Jack Nicholson. Tintin. Ah ouais, alors moi je suis pas du tout Tintin. Ah ouais? Ouais, je suis désolé. Ouais. Ah, moi j'ai lisé toutes les BD. Je suis un fou furieux de BD. Ah, moi je lisais beaucoup de BD. J'ai des centaines de BD chez moi. Pourquoi pas Tintin? Eh ben je sais pas, Tintin, tu vois, j'ai jamais accroché sur Tintin. Ah, t'as déjà essayé quand même de lire? Ah ouais, si, mais c'est parfait, un reporter qui tombe dans des enquêtes dans le monde entier. Non, bah je te le mets en C. Oh non! Détective Colombo. Je le mets en premier parce que c'est le préféré de mon associé, donc voilà. Il est génial. Il est génial. J'ai mon associé, elle continue à regarder, je pense qu'elle les a tous vus au moins 10 fois et elle regarde les Colombos. Moi c'était mon père, on les regardait tout le temps ensemble et il les connaissait tellement par cœur qu'il me disait c'est lui le coupable, tu sais pourquoi? Oui, ouais. Voilà, nous avons la tier list, dites-nous ce que vous en pensez. Moi je suis juste déçu de Tintin, c'est dommage. Est-ce que tu as un type d'affaires que tu fais le plus ou alors qui revient le plus parce que tu as beaucoup de demandes dans ce genre-là? Alors moi pour ma part j'ai un gros réseau d'avocats avec lesquels je travaille qui sont souvent des avocats en contentieux et donc je fais beaucoup de problématiques pour les entreprises sur les notions de concurrence déloyale. Alors la concurrence déloyale ça peut être un de tes associés, un de tes salariés ou carrément un de tes concurrents qui va avoir des comportements déloyaux vis-à-vis de toi. Ton associé c'est ton associé mais en fait il prend ton fichier client et il va le revendre à un de tes concurrents. Il va monter une autre société et il va travailler contre toi. Ou un salarié qui quitte ton entreprise, qui part avec le fichier client et qui va au concurrent et qui retape en fait tous ses anciens clients. Tout ça, c'est des choses qui sont pas légales et donc il s'agit de les démontrer. Donc moi, c'est des affaires que j'aime bien parce que tu as aussi bien de la recherche, ce qu'on appelle de l'OSINT, de l'Open Source Intelligence. Donc on va aller chercher des informations sur le web, mais sur les différentes couches, hein. C'est pas juste sur Google, c'est sur toutes les couches du web. On va aller chercher des éléments. On va faire aussi de l'enquête terrain, de l'enquête financière. Tu vois, c'est un mix de tout. Et c'est des dossiers qui souvent sont assez complexes et ouais, moi j'aime bien. Et toi t'aimes bien résoudre c'est mon dada. Ah bah ça va alors. C'est quoi l'affaire la plus complexe que tu as eu à résoudre de ta carrière? Est-ce que tu as eu une affaire c'est possible d'avoir des affaires qui durent plusieurs mois? Ouais, alors tu peux avoir des affaires qui durent plusieurs mois, c'est quand même assez rare. J'ai eu une affaire qui a été, en fait, elle était pas si elle était complexe. On travaillait pour une boîte française. Il y avait son cabinet d'avocats qui était aux États-Unis. Oula. Et on avait un problème sur de la concurrence en Asie. Et donc en fait c'était complexe déjà parce que tu as plusieurs interlocuteurs, mais ce qu'il y a surtout en fait, c'est que ça s'arrêtait jamais. Parce qu'avec le décalage horaire, t'as un mec qui te demande un truc à 14h, t'as une réponse à 3h du matin, t'en as une autre à 7h, et tu vois, et là, tu vois, pendant 15 jours, ça a été vraiment hyper complexe. Et en même temps, on a dû aller traiter une source à Hong Kong. Donc tu te déplaces juste, t'es allé te déplacer juste là, en fait, j'ai déplacé une ressource. Il me fallait un mec qui parle, qui ait des notions aussi en mandarin, qui soit disponible, qui sache traiter une source. Donc traiter, c'est traiter... Et mandarin surtout, c'est ça, je pense. Ouais, alors des notions, hein, mais qui soit bien entendu complètement bilingue anglais, qui soit disponible et qui soit en capacité d'aller traiter une source. Traiter une source, c'est tu vas rencontrer quelqu'un et tu es là pour le faire parler. Donc c'est pas évident. C'est de la torture?
Non, non, c'est pas de la torture, justement, il faut le faire de façon intelligente, ouais, voilà, c'est ça. Instaurer un climat de confiance et arriver la personne à obtenir des informations de la personne. D'accord. Et tu l'as résolu cette affaire du coup? Et ouais, on l'a résolu, on l'a résolu. On l'a résolu jusqu'au moment où l'avocat américain, il nous a demandé de faire un truc et on lui a dit non monsieur, c'est pas légal, donc on va pas le faire. Il voulait en fait qu'on paye le mec pour qu'il nous donne l'information et nous on a dit non. C'est pas légal ça? Non, ça c'est pas légal. Même si c'est lui qui vous envoyait non. En France c'est interdit ça? Non, ouais, d'accord. Et est-ce qu'il y a des techniques pour faire parler la personne en face, par exemple, le faire boire de l'alcool pour qu'il dise les informations qu'il a, enfin ce qu'on peut voir dans des films? Non, alors tu vois, nous en règle générale, alors ça c'est dans les films. Ouais, voilà, c'est ça. Mais voilà, en fait le métier, t'as 4 piliers en fait pour pouvoir prendre une affaire. Il faut que ça soit légal. Ouais. Il faut qu'il y ait une légitimité de la personne, de ton client qui te demande de le faire, qu'il le fasse pour une bonne raison. Oui, il faut pas que ce soit pour une raison malhonnête. Ouais, c'est ça. T'as pas le droit d'utiliser de procédés déloyaux. Donc tu dois être loyal en fait donc, par exemple, faire boire quelqu'un, voilà, c'est pas bon, ou tu vois, par exemple demander à Natacha d'aller séduire un mec, ça voilà, ça aussi ça marche pas non plus. Ça marche pas non plus. Et après il faut que ça soit aussi proportionnel. C'est-à-dire? Proportionnel, c'est-à-dire que sur une enquête, typiquement je vais le prendre sur une affaire familiale parce que comme ça on va mieux le comprendre. T'as une femme qui pense que son mari la trompe, elle te demande, tu vas travailler peut-être une semaine, un week-end, plusieurs fois dessus pour voir. Mais si elle te demande de le suivre pendant un an, ça c'est pas proportionnel par rapport au but recherché. Oui, bien sûr. Parce que là en fait tu rentres trop dans l'intimité de la personne et quelque part voilà, c'est pas loyal non plus de suivre quelqu'un tout le temps et de récolter de l'information sur tout ce qu'il fait et de la donner, surtout si en plus le mec ne fait rien. Oui, mais justement quand vous avez dit, je sais plus comment ça s'appelle, vous avez dit le terme exactement, la personne qui demande une enquête ne doit pas avoir une raison malhonnête. Oui. Mais au final, il y a une légitimité. Voilà, une légitimité. Il n'y a pas vraiment de légitimité à l'adultère, si? Alors si t'es marié... Ah, c'est dans la loi, c'est interdit? C'est dans la loi, ouais. D'accord. Ça c'est juste que je ne savais pas. Tu as une obligation de fidélité dans le mariage. Mais ce qui fait que par exemple dans un Pacs, les gens qui sont les pacsés, un Pacs, tu connais pas le Pacs? C'est pas un mariage, mais tu vas à la mairie et tu dis que tu vis ensemble. Ah, sans avoir les papiers officiels. Voilà, sans être marié. Là, t'as pas d'obligation de. Donc, par exemple, si quelqu'un a un Pacs, ne peut pas vous demander de faire une enquête sur son conjoint, par exemple. Alors bon, on va le faire parce qu'elle a quand même aussi, t'as quand même un intérêt à protéger tes intérêts. En fait, tu vis avec une personne, si tu as des enfants, bien sûr, c'est normal que tu puisses quand même savoir ce qu'il en est. Est-ce qu'on vous a déjà, on va dire arnaqué, on vous a déjà eu où quelqu'un a demandé une enquête alors que c'était pas vraiment dans une légitimité? Eh ben ouais, tu vois, ça m'est arrivé une fois. Alors on est hyper attentif et un jour, j'ai une affaire, on me demande quelque chose, tout me semble correct, tu vois, la personne correcte, ainsi de suite. Je fais l'enquête et au moment où je lui restitue le dossier, et là en fait on se rend compte que le mec en fait nous donne une information qui n'était pas la même qu'il nous avait donnée avant et on comprend en fait qu'il nous a demandé de suivre sa femme mais qui en fait n'était pas sa femme. N'était pas sa femme du tout. Ouais. D'accord. Et ça m'est arrivé une fois. J'ai pas remis de rapport, rien. Ah, et du coup il a eu aucune information? Non. Ah, donc c'est bon, vous avez... Ok, mais du coup t'as travaillé. Ah, tu vois, je l'ai fait payer, mais... Oui, du coup, oui. Mais tu vois, non, mais je lui ai délivré des informations et en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment, en lui délivrant les informations qu'il me l'avait fait à l'envers et du coup, j'ai arrêté. Ça peut arriver, mais tu vois, en 15 ans, ça m'est arrivé une fois, quoi. Ah ouais, non, c'est vraiment... Mais en règle générale, tu les sens, les gens, tu vois, quand ils t'appellent, tu arrives assez rapidement à cerner les gens qui sont un peu starbés, qui te demandent n'importe quoi. Est-ce que t'as déjà des enquêtes que t'as jamais résolues, qui n'ont jamais été résolues, ou t'as réussi à tout résoudre? Tu sais pas si t'as pas résolu ou si en fait il y avait rien. Ah, ouais, c'est ça le problème. En fait, ce qu'on dit dans l'enquête, c'est que pas d'information, c'est une information. Quelqu'un te demande de faire une levée de doute sur une problématique. Ouais. Si tu trouves rien, c'est qu'il y a rien, il y a pas de doute. Tu trouves rien. Tu dis, en fait, non, tu sais pas. Peut-être, tu dis peut-être que j'ai pas été bon, je suis peut-être passé à côté. Ouais. Mais en règle générale, dans le temps, tu vas le savoir.
Et typiquement en concurrence déloyale, moi je me souviens avoir fait une très grosse affaire. On avait des moyens conséquents, vraiment une belle enquête. Résultat, 0 quoi. Ah ouais, oh, et tu vois, la personne pensait qu'un de ses associés était en train de lui faire à l'envers. Ouais. Et on trouve rien quoi. Putain, on bosse pendant un mois comme des fous, vraiment avec des gros moyens. Résultat 0, tu rends le rapport, t'as ta facture, c'est énorme, et en fait tu lui dis bah il y a rien. Il y a rien. Et je te jure, franchement, j'étais pas, non, mais j'étais pas à l'aise. Bah non, et je dis. Mais du coup, t'as toujours ce doute-là. Est-ce que j'ai fait mon boulot ? Et 2 ans après, je croise par hasard dans le TGV l'avocat du client, et je lui dis, cette affaire, je lui dis, on n'a rien trouvé, mais et il me dit bah non, mais en fait il y avait rien, hein, parce que en fait, voilà, ils se sont séparés derrière. Le gars est parti refaire sa vie et il n'était pas du tout parti pour faire une action en concurrence déloyale. Ça t'a soulagé de savoir? Ouais, parce que j'étais pas à l'aise. Ça te trottait, ça faisait combien de temps? C'est combien de temps après que tu l'as recroisé je sais pas, pratiquement 2 ans après, tu vois. Donc on savait le truc, voilà, ils avaient cédé leur part, tout était réglé, et voilà, et le gars était pas parti à la concurrence ou avait pas monté un autre business. Ouais, je vois, d'accord. Comment tu fais exactement pour recueillir toutes les informations ou les preuves qu'il te faut pour permettre de résoudre une affaire? Les preuves que tu vas remettre dans un rapport, t'en as plusieurs. T'as déjà tes constatations visuelles que tu fais. Mais tu fais des photos ou alors c'est... Alors, t'as même déjà tes constatations, tu peux réécrire. Je peux dire, voilà, un individu, 1m75, la vingtaine, de type caucasien, avec un blouson bleu, un pantalon noir, je le vois qui fait telle et telle opération, donc ça je l'écris en fait. À chaque fois que j'écris quelque chose dans un rapport, j'engage la responsabilité de mon cabinet et j'engage en fait mon agrément qui m'est délivré par le ministère de l'Intérieur, donc parce que derrière ça va partir en justice. T'as des petits carnets, ça veut dire sur place dans ta voiture pour noter ce que tu fais? T'en as qui notent comme ça, t'en as qui notent sur leur téléphone, t'en as qui utilisent des dictaphones. 20h13, je suis en position de, prêt à partir, le véhicule, ainsi de suite, tu vois. Après, donc effectivement, t'as les clichés photographiques, donc t'as tout ce qui est photo, vidéo. Ouais. Donc que tu vas utiliser. Après, tu as le recueil de témoignages. Donc je vais discuter avec toi, tu me dis des choses. Je demande si je peux t'enregistrer ou pas. Si je t'enregistre, c'est mieux, parce que quand je dois réécrire, au moins, je peux t'enregistrer. C'est pas louche d'aller vers une personne et lui demander un enregistrement? En fait, c'est toute la subtilité, et ça dépend de l'affaire. Quand tu es par exemple dans un dossier d'assurance, tu vas voir quelqu'un, tu lui dis, bah voilà, je viens vous voir, je suis missionné par la société d'assurance concernant telle problématique ou tel, je sais pas, un incendie, un accident de voiture, ce que tu veux. Je viens faire un recueil de témoignages dans ce type. J'aimerais vous poser quelques questions. Est-ce que vous m'autorisez à vous enregistrer pour la procédure? La personne te dit oui, te dit non. Si tu ne demandes pas, tu es sûr que tu vas pas. Après, ça dépend beaucoup comment tu présentes les choses. Mais tu peux pas juste arriver et mettre l'enregistrement, mettre ton téléphone et... Enregistrer quelqu'un à son insu, c'est illégal. Oui, mais prendre les photos aussi, du coup, non? Ah non, les photos, en fait, les photos sur le domaine public sont autorisées. D'accord. C'est les photographies dans le domaine privé. Ouais. Donc, par exemple, je te prends en photo quand tu sors en train de monter dans ta voiture. Tu es en extérieur de ta voiture, en train d'ouvrir ta portière, je te prends en photo, je peux le mettre dans mon rapport. Tu es à l'intérieur de ton véhicule. Là, je peux pas mettre ta photo parce que tu es à l'intérieur de ton lieu privé. Et ça me fait repenser à un film de Hitchcock. Quelqu'un qui est chez lui et qui se casse la jambe, je crois, et qui voit en fait sa voisine, et il croit, enfin je sais pas si vous connaissez le film, il croit que sa voisine va se faire tuer ou alors qu'un meurtre a eu lieu en face. Depuis chez lui, on le voit qui observe tous les soirs sa voisine, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, de prendre un Airbnb, un appartement juste en face de quelqu'un que tu devais observer et tu restes dans l'appartement à l'observer? Alors, je l'ai pas fait sur des personnes, physiques, mais ouais, on a parfois dans des affaires où on doit surveiller un lieu, ou par exemple un bâtiment dans une zone industrielle, tu vois, sur une problématique de vol, où c'est compliqué de laisser un véhicule, ce qu'on appelle un sous-marin. C'est un véhicule qui est banalisé ou dans lequel tu peux faire de l'observation sans être vu. Donc parfois, tu vas louer, tu vas voir qu'il y a un bâtiment qui t'intéresse, ou tu vas louer à un moment dans une tour d'immeuble qui est à 300 mètres
mètres mais qui a une super visu, bah, tu vas louer un appartement pour pouvoir être en observation sur ton point en étant hyper tranquille. Typiquement, qu'est-ce que tu as comme gadget là auquel on peut s'imaginer qui paraissent un peu ouais, fou, alors en fait les gadgets, du moins souvent c'est la mission en fait qui commande et tu vas avoir besoin par exemple de lunettes infrarouges parce que tu as besoin de surveiller la nuit, donc t'as pas de luminosité, donc tu vois rien, donc tu as besoin d'observer avec des lunettes infrarouges. Alors ça tue les yeux d'ailleurs. Ah ouais, ça fait mal. Ouais, on est sur un dossier là, tu vois, je pense à ça parce que on est sur une problématique en ce moment où voilà, on a besoin de matériel. Après, bah voilà, t'as des objets où tu vas mettre des caméras cachées. Je sais pas, dans des vases, dans la veste. Plutôt dans un caillou, dans un boîtier, pour pouvoir faire de l'observation quand tu peux pas rester vraiment trop proche. Tu as tout ce qui est les caméras de chasse. À une époque, il y avait l'utilisation des GPS sur les véhicules. Que tu collais sur une voiture par exemple pour suivre ça, il y a une quinzaine d'années, quand j'ai démarré, c'était des trucs qui étaient un peu utilisés. Et puis en fait, tu as eu des jugements qui ont été faits, qui ont montré que c'était illégal. Donc c'est des choses qu'on n'utilise plus. Maintenant, ça c'est plus utilisé du tout. Ça t'est arrivé, malgré tous tes accessoires, que à un moment dans la rue, quelqu'un que tu suives, il te remarque et ils viennent te voir en te disant ouais, vous êtes qui, vous me suivez, ça fait plusieurs fois que je vous vois, c'est bizarre. Ouais, alors je pense que ça arrivait à tous les détectives de se faire détroncher un jour ou un autre. C'est pas forcément la personne qui vient te voir en te disant je vois que vous me surveillez, et puis de toute façon une personne qui vient et qui te dit je vois que vous me surveillez, bah en fait, c'est là où il faut avoir beaucoup de sang-froid et regarder en disant qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu vois, t'es un grand malade. Ouais. Voilà, bon, il faut être. C'est là où il faut avoir du sang-froid. Il faut toujours avoir des petits scénarios en tête. Si on te demande pourquoi t'es là, d'avoir une réponse plausible par rapport à la situation, à la configuration des lieux. Comme tu as l'habitude de surveiller les gens, si tu as un doute, en fait, tu décroches, tu appelles ton client, tu dis écoutez, voilà, j'ai un doute, je veux pas me faire remarquer, donc on laisse passer une semaine et puis on remet plus tard. Après, d'accord. Puis parfois tu changes, tu vois. Parfois j'ai un agent, il me dit ouais, il a eu un comportement bizarre, j'ai un doute. Moi, je lui dis, écoute, t'as un doute, il n'y a pas de doute, tu décroches, et puis le lendemain, je mets un autre agent avec un autre véhicule. Ouais, d'accord, typiquement. Alors si, parfois, t'as le mec qui t'appelle parce que ton dossier, de toute façon, notre dossier, il est versé quand il est versé dans la procédure, les gens ont accès, la partie adverse a accès à la procédure, donc ils ont le nom de ta société, ils ont ton nom. Alors parfois, j'ai eu un coup de téléphone, voilà, quoi, le mec, il te parle un peu mal, tu lui dis, monsieur, on a agi dans un cadre légal. Puis en règle générale, quand tu produis, c'est quand même que la personne, elle est en tort, donc il y a un moment... elle a été prise. Voilà, c'est ça. Un jour, j'ai un mec qui m'a appelé, alors lui, il m'a fait vraiment rigoler. Et il m'appelle, il me dit, ouais, je suis monsieur nanana, vous avez travaillé pour ma femme. Je dis non, je sais pas. C'est déjà, tu vois, je dis jamais pour qui je travaille. Voilà. Il dit si, j'ai eu votre rapport, mais je vous appelle. En fait, c'est parce que j'ai un souci et franchement, vous aviez fait du bon job, vous m'avez bien eu et je voudrais vous demander. J'ai trouvé ça hyper, c'était rigolo. Mais vraiment, il me le dit comme ça, tu vois. Il me dit ouais, bon, franchement, vous m'avez bien eu et du coup, j'ai un problème. Je voudrais bien vous solliciter. Ça, sur le coup, je pensais qu'il allait m'insulter. Je me dis ouais, c'est bon. Il était coupable du coup de. Ouais. Il bossait. En fait, il disait qu'il bossait pas. Il bossait au black. Il voulait pas payer de prestations. Et du coup, vous avez accepté de travailler pour lui après? Non, je l'ai pas pris, non. Ah bon? Vous n'avez pas le droit à ça? Ouais, si tu as travaillé pour la partie adverse, même s'il me demandait pas de travailler, tu vois, contre la personne qui m'avait mandaté à la base, ça avait été une cible, j'avais pas envie de l'avoir comme client, bien sûr. Donc je l'ai orienté vers un confrère. Ça gagne combien typiquement un détective ça dépend. En fait, ça dépend de la taille de ton agence, ça dépend de ton secteur géographique. Est-ce que ça dépend du client aussi qui vous fait la demande? Un gros client qui a une grosse organisation? Tu vois, parfois, tu as des confrères, ils ont un très très gros client qui leur fait 90% de leur chiffre d'affaires. Le mec, c'est un capitaine d'industrie, il veut savoir beaucoup de choses sur plein de gens et il regarde pas la dépense. Tu as des chiffres de rémunération. En gros, une agence, elle fait un mec seul fait entre 70 et 100 000 euros de chiffre d'affaires.
Par mois ou c'est par an? Non, par an. Par an, ok. Donc en gros, tu vois, un détective il va tourner à peu près à 3000 balles par mois. Ah ouais, c'est pas... Tu vois, c'est ce que je te disais, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment un métier de passionné. Alors après, t'en as qui gagnent 10 000, t'en as qui gagnent 1500, hein. T'en as qui gagnent rien parce qu'ils sont vraiment pas bons et de toute façon, ils arrêtent le métier. Et est-ce que toi aussi, des fois, tu parasites un peu à force de faire toutes ces affaires et tu te dis, ah, c'est bizarre, lui, je l'ai vu plusieurs fois. Ouais, nous on est. Oui, parfois on est un peu parano. Moi, parfois, je roule et je fais un coup de sécurité alors que il n'y a aucune raison. C'est quoi un coup de sécurité? Bah, c'est voir si je suis suivi, donc je vais faire un tour de rond-point ou au lieu de prendre la route habituelle, tac, je vais faire. Un détour plus long pour voir si alors on fait tous les détectives font ça, je pense, c'est aussi parfois s'entraîner, tout le temps rester à l'entraînement sur la filature. Donc parfois, tu vois, tu te dis, ouais, j'ai 10 minutes devant moi, bah, tu prends un véhicule au hasard et tu le suis. Juste pour toujours t'entraîner. Mais en fait, suivre un véhicule. Alors tu le suis et puis au bout d'un moment, tu lâches. Mais, tu vois, simplement pour garder. Parce qu'en fait, la filature voiture, c'est un truc qui nécessite vraiment de tout le temps pratiquer pour être bon, quoi. Moi, j'ai un dernier mini-jeu que je vais te proposer. Allez, go. Où j'ai une vingtaine de questions. Et je vais te les poser le plus rapidement possible. Tu vas devoir répondre uniquement par oui ou par non. C'est des questions qui peuvent être sur ton métier ou alors qui ne peuvent rien avoir du tout. C'est parti. Est-ce que tu lis des romans policiers? Oui. Est-ce que tu as un animal de compagnie? Non. Pourrais-tu travailler dans la police en tant qu'enquêteur de crime aujourd'hui? Non. Est-ce que Colombo est le meilleur enquêteur de sa génération? Non. Est-ce que tes enfants veulent-ils potentiellement faire le même métier que toi plus tard? Non. Est-ce qu'il y a un Oscar du meilleur détective de l'année? Oui. Est-ce que tu crois à une autre vie autre que sur Terre? Aux extraterrestres? Oui. Est-ce que tu aimes bien le jeu de société, le Cluedo? Oui. Est-ce que tu sais parler plus de 3 langues? Non. Ton métier est-il ta passion? Oui. Est-ce que si tu revenais 20 ans en arrière, tu choisirais le même parcours qu'aujourd'hui? Oui. Quelle est la plus belle chose qui t'est arrivée dans ta vie? Ah oui ou non, ça marche pas. Allez-y. Pardon. Bah, mes enfants. D'accord. As-tu déjà enquêté sur des soupçons de dopage dans le sport? Non. Penses-tu que la scène sera propre pour les JO de cet été? Non. Est-ce que t'es un bon bricoleur? Oui. Est-ce que t'as dû surveiller des affaires d'activité sur le marché noir? Oui. Est-ce que tu as une sécurité pour te protéger durant certaines affaires? Non. Et est-ce que tu pourrais devenir végétarien? Oui. Top 1 minute 13. Félicitations. Je te remercie d'être venu aujourd'hui puisqu'on a pu apprendre beaucoup de choses. C'est fascinant vraiment, surtout les gadgets, la filature, tout ça. C'est un peu comme dans les films au final, tout ce genre de choses. Donc merci à toi d'être venu, j'espère que ça t'a plu. Merci pour ton invitation et puis merci à ceux qui nous ont suivis. Voilà, merci à vous qui nous avez écouté, le chat, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Je suis désolé pour les messages que j'ai pas pu lire, pour ceux qui sont abonnés, je vous remercie dès maintenant directement. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bonne soirée tout le monde. Ciao. Salut.